le monde connaît Louis XIV. Mais savez-vous à quel point son règne a bouleversé le quotidien des Français? Ce soir, un duo inédit va se plonger dans la vie quotidienne de nos ancêtres. Tenez cette belle tenue de paysan. Ah oui, c'est pas mal du tout, ça dit donc, hein. L'historienne Marjolaine Boutet, professeure à la faculté d'Amiens, et Mac Lesguy, journaliste scientifique. Il fallait quand même beaucoup d'imagination pour se dire qu'à partir d'une zone humide comme celle-ci, on allait construire un des plus beaux palais du monde et un des plus beaux jardins. Ils vont expérimenter la vie à la cour de Versailles il y a 370 ans. Regardez. Mais également le quotidien des 20 millions d'habitants du royaume. Mais où sont les chambres? Mais nous sommes dans la chambre. Bonne nuit, Mac. Bonne nuit, Fabien. Où vivaient-ils? Quelles étaient leurs habitudes quotidiennes? Ils ont en général 2 chemises qu'ils lavent 2 fois par an, au printemps et en automne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'Église interdit de manger de la viande 1 jour sur 2 au XVIIe siècle. Oh, dégoûtant. Pourquoi mourrait-on beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui? Docteur, qu'est-ce que vous faites? Je mire vos urines. Alors maintenant, vous allez rester une demi-heure comme ça. Quelles étaient les mœurs des Français du XVIIe siècle? Tout y passait, des bonnes, des filles de ferme, des maîtresses d'un jour ou d'une heure. Vous découvrirez comment, alors que le peuple français vivait dans la pauvreté, Louis XIV faisait rayonner la gastronomie et la mode française dans toute l'Europe. Notre Versailles ne peut être que plaisir des yeux et chatoiement des couleurs. Grâce à cette immersion et aux témoignages de passionnés et d'historiens, vous allez vivre la France de Louis XIV comme si vous y étiez. On a été la plus grande puissance mondiale pendant un tout petit siècle. Bienvenue dans la vie quotidienne des Français au temps du roi Soleil. Faudra enlever tout, mais surtout le jean et vos sous-vêtements. Comment ça, les sous-vêtements? Notre voyage dans le temps commence en Bretagne, à Poulfétan. Ici, des passionnés ont reconstitué la vie dans un village de l'époque de Louis XIV. Vous allez découvrir une France totalement différente de celle que vous connaissez. Oh, c'est beau. C'est un village qui ressemble énormément à ce qu'était la France au XVIIe siècle. Waouh. Marjolaine Boutet est historienne. Elle va nous aider à mieux comprendre le quotidien au temps du roi Soleil et nous montrer comment il influence encore notre vie aujourd'hui. Quant à Mac Lesguy, il va tester la vie quotidienne de nos ancêtres. C'est très amusant d'expérimenter la vie de l'époque. Et vous allez voir que la vie au XVIIe siècle, c'est beaucoup moins drôle que ce que vous pensez, Mac. C'est vrai que vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle était très différente de celle d'aujourd'hui. Oui, à commencer par la France elle-même, ou plutôt le Royaume de France, qui n'est pas l'hexagone que l'on connaît aujourd'hui. Ah bon? La France est un très grand pays, plus petit qu'aujourd'hui, puisque certaines provinces ne sont pas encore françaises, comme la Flandre, une partie de l'Artois, l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, Nice et la Savoie, et puis le Roussillon. Deuxième grande différence, cette France est avant tout peuplée d'agriculteurs. On a une photographie inverse de notre pays actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens sont tous en ville et plus personne à la campagne. C'est exactement l'inverse. Au XVIIe siècle, sur les 20 millions, il y en a 18 millions qui vivent à la campagne. Ce sont des ruraux essentiellement qui vivent de l'agriculture et qui produisent ce qu'ils consomment en travaillant la terre. Les villes sont peu développées. Enserré dans ces murailles du Moyen-Âge, Paris ne compte que 400 000 habitants. 25 fois moins que l'agglomération d'aujourd'hui. Et il en va de même pour les autres grandes villes. Les grandes villes de France, eh bien, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est Lille au nord et puis Rouen. C'est-à-dire finalement les mêmes villes qu'aujourd'hui, seulement la différence, c'est qu'aucune ne dépasse 100 000 habitants. Ce sont des petites bourgades, hein, rien à voir avec ces villes aujourd'hui. Dernière différence fondamentale, la société est coupée en deux. D'un côté, il y a la noblesse, c'est-à-dire moins d'1% de la population, avec le clergé et la bourgeoisie. Et cette petite minorité détient à la fois le pouvoir, les terres et donc la richesse. Et puis, de l'autre côté, eh bien, il y a environ 95% de paysans et les artisans des villes. Et eux, bien entendu, n'ont ni le pouvoir ni la richesse, mais ce sont eux qui exploitent les terres seigneuriales. Les 20 millions d'habitants que compte alors la France sont sur le point d'être dirigés par un enfant de 4 ans et demi. Son nom, Louis XIV.
En 1643, le roi Louis XIII est à l'agonie au château de Saint-Germain-en-Laye. Et c'est son fils qui est l'héritier légitime du royaume de France. Dites-moi quel est votre nom, mon fils? Louis XIV, mon papa. Le roi est mort! Le roi est mort! Le roi est mort, vive le roi, la formule traditionnelle qui marque le caractère héréditaire de la monarchie, et puis le fait qu'en France, le trône ne reste jamais vide, et ceci notamment pour éviter les guerres civiles et la question de la succession. Sa Majesté le roi Louis XIV! Si les Bourbons ne veulent pas se faire voler le trône, ils ne doivent pas le laisser vide, même une seule journée. Voilà comment un enfant de 4 ans et demi seulement se retrouve à la tête de la France. Son règne va durer 72 ans et va changer la vie des habitants de notre pays. Des changements qui impactent encore aujourd'hui notre quotidien. Oh non, Louis, vous n'allez pas recommencer. En attendant qu'il soit en âge de gouverner, il faut éduquer le futur souverain. Et le jeune roi, comme les enfants de la haute noblesse, a droit à tous les privilèges. Car dans cette société divisée en deux, nobles d'un côté et petit peuple de l'autre, votre destin est tracé dès votre enfance, à commencer par l'éducation que vous allez recevoir. Pendant que la mère de Louis XIV, la régente Anne d'Autriche, gouverne avec son premier ministre Mazarin, le très jeune roi est préparé à monter sur le trône. Il étudie, avec des professeurs particuliers, le catéchisme, l'histoire, le calcul et même plusieurs langues. Mazarin prend très au sérieux sa tâche de surintendant de l'éducation du roi, et lui, il va l'initier à son futur gouvernement. Eh bien, sire. Monsieur Naudet vous a-t-il fait faire votre dictée? Oui, c'est encore une lettre de Monsieur de Richelieu. Louis XIV et les enfants de la haute noblesse ont une éducation très différente de celle des enfants du peuple, qui eux commencent à travailler au champ dès l'âge de 7 ans. Quand on est enfant sous Louis XIV, si on appartient à une famille d'artisans ou à une famille de commerçants, on va accorder de l'importance à l'éducation de l'enfant, ne serait-ce que pour qu'il puisse tenir les comptes, par exemple. En revanche, si on est dans une famille de paysans, on va accorder beaucoup moins d'importance à la maîtrise de ses compétences. Les paysans sont en majorité analphabètes, ils ne lisent pas, et il n'y a pas dans les villages un système d'école organisée comme aujourd'hui. Et donc ce sont les prêtres qui, eux, sont instruits, qui enseignent aux enfants la lecture, l'écriture et surtout les bases du calcul qui sont essentielles. Mais comment se déroule cet enseignement? Retour à Poulfétan où Maclesguy va tester l'éducation du XVIIe siècle sous le regard de notre historienne Marjolaine Boutet. Mac, ouvrez le livre à la page marquée. Et lisez. Oula, c'est écrit en tout petit. Quod regius fatetur vates quidie noctuque deum deprecans nonets. Pourquoi? Attendez, je suis perdu. Marjolaine, venez à mon secours. Déjà, première question, pourquoi est-ce que monsieur leur en prend directement le latin au lieu de commencer comme aujourd'hui par le français? Parce que le latin, c'est la langue de l'Église, et monsieur est sûrement prêtre, parce qu'à l'époque, il n'y a que les prêtres qui savent lire dans les villages. Et puis ensuite, le latin, c'est la langue des lettrés. La langue des lettrés, c'est-à-dire, à partir du moment où on sait lire, on ne peut parler que latin? La plupart des ouvrages sont écrits en latin. Seuls 5% des Français parlent le français. Quoi? 5% des Français seulement parlent le français? Mais alors, que parlent les 95% restants? Les Français parlent des langues régionales. Au nord, le breton, le normand, le picard ou encore le berrichon. Au sud, on parle le gascon, le limousin, l'auvergnat ou le provençal. Quant au français comme on le parle aujourd'hui, c'est à l'époque la langue des habitants de l'Île-de-France et de la vallée de la Loire. On ne se comprend pas toujours entre un Français du Nord et un Français du Sud. Il y a un mot de Racine qui est intéressant, Racine qui va à Uzès et qui dit qu'il aurait besoin d'un interprète pour se faire comprendre. Donc ça donne bien concrètement cette impression que quand on vit au nord de la Loire, eh bien si on fait un grand voyage vers le sud, et attention, aller dans le sud, c'est un grand voyage, ça prend des jours et des jours de trajet, eh bien on peut se trouver confronté à des habitants qui habitent pourtant le même royaume que vous, mais que vous ne comprenez pas et avec lesquels vous avez du mal à échanger. Le latin est en quelque sorte la langue officielle qui permet à tous les lettrés et gens importants de se comprendre à travers le pays. Les livres de cette époque sont donc rédigés en latin. Mais apprendre à lire et à écrire au XVIIe siècle,
Ce n'est pas une mince affaire. Maclesguy va tenter l'expérience. Voici des plumes et de l'encre. Non, sérieusement, il n'y a que ça? Eh oui. Bon, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un truc qu'il faut pas? La main gauche, Max, c'est la main du diable. À l'époque, on vous aurait interdit absolument de vous servir de cette main et on vous aurait forcé à écrire de la main droite. Ah oui, donc les gauchers étaient brimés. Ok, on est contrariés, j'ai compris. Alors. Oula. Ça gratte, hein? Ça gratte, on peut pas avancer. C'est beaucoup plus compliqué d'apprendre à écrire avec une plume, évidemment, qu'avec un crayon ou un stylo comme aujourd'hui. En plus, quand je pense qu'il fallait apprendre le latin, donc l'école était plus difficile qu'aujourd'hui, et en plus, tout le monde ne va pas à l'école. Ah non, l'école n'est ni gratuite ni obligatoire. La plupart des petits Français, à partir de 7 ans, travaillent pour aider leurs parents. À l'époque, finalement, on passe directement du monde de l'enfance à l'âge adulte, c'est-à-dire finalement au monde du travail. Et cette période de transition qu'on appelle aujourd'hui l'adolescence, eh bien chez les paysans, ça n'existe pas. En effet, l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui ne verra pas le jour sous Louis XIV. Il faudra attendre la Troisième République en 1882 pour que Jules Ferry instaure définitivement l'instruction obligatoire et gratuite pour tous les enfants français jusqu'à 13 ans. Et il n'y a pas qu'en matière d'éducation que les choses ont beaucoup évolué depuis le XVIIe siècle. À l'époque de Louis XIV, même quand on est adulte, on reste sous la domination de ses parents qui prennent les décisions importantes, comme choisir son conjoint. Chez les paysans, à l'époque, le mariage est avant tout une décision économique. J'espère qu'au moins ils s'aiment. Parfois, ils s'aiment, ça vient avec le temps, mais au départ, on se marie par intérêt. Un laboureur va épouser une fille de laboureur pour avoir davantage d'instruments et gagner plus d'argent, ou alors on va épouser une fille de sabotier lorsque l'on veut reprendre la boutique du père, etc. Mais l'Église, elle dit quand même pas qu'il faut se marier par amour, par exemple? Ah non, l'Église, au contraire, est assez réticente vis-à-vis de l'amour charnel parce que ça peut éloigner de l'amour de Dieu et que la sexualité, par exemple, c'est fait pour la procréation, mais pas du tout pour le plaisir. Et c'est horrible, c'est exactement le contraire d'aujourd'hui. À l'époque, on ne divorce pas, donc on choisit une femme et c'est pour le restant de ses jours. Donc le mari et la femme ont quand même intérêt à s'entendre et avec le temps vient l'attachement et éventuellement l'amour. Un couple avec 4 ou 5 enfants, main-d'œuvre indispensable dans la vie paysanne, voilà le portrait robot d'une famille de l'époque. On se marie en général vers 27, 28 ans dans les couches paysannes. C'est une forme de régulation des naissances. En retardant l'âge du mariage, eh bien, on retarde l'âge d'avoir des enfants. À l'inverse, dans la noblesse, eh bien, on se marie beaucoup plus tôt afin de s'assurer d'avoir de nombreux héritiers, de s'assurer d'en avoir au moins un pour transmettre le patrimoine familial. Chez les nobles, on marie les enfants dès l'âge de 15 ou 16 ans. Et qu'en est-il de Louis XIV? A-t-il le droit d'épouser qui il veut et quand il le veut? L'agréable journée, monseigneur. Je suis si bien avec vous. Le jeune roi qui se promène ce jour-là en forêt de Fontainebleau, en charmante compagnie, a maintenant 20 ans, mais pas encore la tête aux affaires de l'État. Louis XIV vit une histoire d'amour extraordinaire avec Marie Mancini, qui est une nièce de Mazarin. Il aurait quasiment voulu se marier avec elle. Tu seras la reine de France. Mais à l'époque, le mariage du roi doit servir la politique. Et Mazarin, qui est toujours Premier ministre, a d'autres projets pour le souverain. La France est en guerre depuis 24 ans avec son grand rival, le Royaume d'Espagne, qui possède, en plus de son territoire actuel, une partie du nord de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, toute la Franche-Comté et le Roussillon. Pour faire la paix, Mazarin veut marier Louis XIV à Marie-Thérèse, la fille du roi d'Espagne. Comme chez les paysans, ce sera un mariage arrangé. Tant pis pour Marie Mancini. Vous allez épouser l'infante. Je vais faire mon devoir de roi. Louis XIV rencontre le roi d'Espagne sur l'île des Faisans, située exactement entre les deux royaumes. Et là, pour la première fois, il entrevoit sa future épouse.
car le mariage fait partie intégrante du traité. Les paix se gagnent sur des champs de bataille, mais sont toujours assorties de clauses matrimoniales. C'est une garantie parce que le bon sens veut qu'on ne se batte pas contre le pays de son épouse ou de son époux. 3 jours plus tard, le mariage est célébré à Saint-Jean-de-Luz. Louis XIV est maintenant marié et en âge de gouverner. À la mort de son Premier ministre, Mazarin, le roi a 23 ans. Il va prendre seul en main les destinées de l'État. Le grand objectif de Louis XIV, c'est évidemment la grandeur du royaume et la grandeur de son propre règne, la gloire. Pour affirmer son pouvoir et faire rayonner la France dans toute l'Europe, Louis XIV va se faire construire à Versailles un palais incroyable, pendant que son peuple continuera de vivre dans des maisons très modestes. Retournons au village de Poulfétan pour voir comment vivent les paysans de Louis XIV. Voici à quoi ressemble une maison de village. Un toit de chaume et un intérieur qui ne compte qu'une seule pièce. Mac, toujours accompagné de Marjolaine, s'est invité à dormir dans la famille de Fabian, un paysan du XVIIe siècle. Il est 19h, la nuit vient de tomber. C'est le moment du coucher. Fabian, où sont les chambres? Mais nous sommes dans la chambre, Mac. Regarde, les murs de notre maison ne sont pas extensibles. Du coup, de la grande pièce à vivre sert de cuisine, sert de pièce à manger, mais également de chambre. On dort tous ensemble? On dort tous ensemble. Et voilà, ici, derrière, ton lit que nous partagerons tous les deux. Dans la plupart des maisons rurales de l'époque, on vit ensemble, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une pièce commune autour de laquelle s'organise la vie. Il y a un foyer, donc une cheminée sur laquelle on va faire cuire la soupe. On vit autour, on mange autour, on dort ensemble. C'est une vie en communauté qui diffère beaucoup de notre vie actuelle. Marjolaine, c'est une expérience. Vous voulez pas dormir avec nous? Non, je vous remercie, je vais vous laisser dormir. Et je vous dis à demain. Bon, au moins, on va se tenir chaud, on n'aura pas froid. On va se tenir chaud. Et l'hiver, quand vraiment il fait froid, eh bien, on fait également rentrer les animaux. À ce moment-là, on profite de la chaleur animale pour contribuer à chauffer la maison, même titre que la cheminée. Bon, ben... Là, bien. Ah ben, allons-y. Préparons-nous pour la nuit à ce moment-là. On a des pyjamas? Comment ça se passe? Eh bien non, c'est la chemise que l'on porte toute la journée. En fait, c'est la chemise du jour et également de la nuit. Dans la ferme de Fabian, il y a 2 lits séparés. C'est un véritable luxe. Car bien souvent, dans les familles pauvres, il n'y a qu'une paillasse sur laquelle peuvent dormir jusqu'à 5 personnes. Oh, mais c'est de la paille! Oui, les matelas sont en paille. Voilà, c'est ce qu'on appelle une paillasse. Mais attendez, j'ai pas la place de m'allonger. On dort pliant de assis? Oui, on dort quasiment assis. Ah bon? Et en même temps, ça évite que le diable ne rentre par la bouche et envahisse tout le corps si on est plié en 2. D'accord, c'est la mode de l'époque. Oh, remarquez... Ça rappelle un peu un train couchette de 2 secondes, mais... La paille, c'est un peu dur quand même, hein? Non, en fait, il suffit de tasser un petit peu, et en fait, notre corps va trouver les bons recoins. Bah, on est pas mal, hein, je vais vous dire. Bonne nuit, Mac. Bonne nuit, Fabian. Louis XIV veut lui aussi s'établir à la campagne, mais pas dans une chaumière. Son père Louis XIII avait fait construire un pavillon de chasse près d'un petit village d'une dizaine de maisons, Versailles. Il va le transformer de fond en comble. Louis XIV a plusieurs châteaux et palais à sa disposition. Le Louvre, Vincennes, Saint-Germain, où la cour est restée très longtemps. Et puis, pour les chasses, il y a Fontainebleau, Chambord, Compiègne. Donc, l'idée de s'installer à Versailles, c'est pas un manque de place. Louis XIV est un roi bâtisseur et il veut imprimer sa marque dans l'histoire et dans la pierre. À l'époque, c'est un marécage insalubre. Mais le roi a une idée bien précise en tête. Il veut faire bâtir un immense palais entouré de jardins somptueux sur ce marigot. Wow. Il fallait quand même beaucoup d'imagination pour se dire qu'à partir d'une zone humide comme celle-ci, infestée de moustiques, on allait construire un des plus beaux palais du monde et un des plus beaux jardins. Effectivement, cet endroit a énormément changé depuis 450 ans. Louis XIV veut un château à la mesure de sa grandeur. Il engage donc les bâtisseurs les plus brillants de son époque.
le jardinier Lenôtre, dont les jardins à la française seront copiés en Allemagne, en Autriche, en Italie et en Espagne, et l'architecte Levaux, qui avait émerveillé le roi en bâtissant le château de Vaux-le-Vicomte. Vous devez construire, mais en agrandissant le bâtiment d'origine. Il me plaît de vivre avec la mémoire de mon père. Faites en sorte que vos plans préservent son château. Un château aussi? Il n'y a là qu'un petit château de cartes que votre père avait fait construire pour ne point dormir sur la paille lorsqu'il venait chasser. Faites ce qu'il vous plaira. Mais si vous l'abattez, je le ferai rebâtir, tel qu'il est. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on va en venir à une solution assez curieuse au fond, qui est qu'on va construire un château qui entoure le premier château. On va l'envelopper en fait. En 2 ans, le petit château est donc agrandi. 2 nouveaux bâtiments sortent de terre, le marécage est asséché, de grandes allées sont tracées, ainsi qu'une cour d'honneur. Puis Louis XIV ordonne la construction de 2 grandes ailes, une à gauche pour le roi et une à droite pour la reine. On les relie par une immense terrasse. Cette phase du chantier va prendre 8 ans, et ce n'est qu'un début. En tout, les travaux de Versailles vont durer 50 ans. Pendant les travaux, des fêtes somptueuses se succèdent à Versailles. Une fois de plus, Louis XIV ne fait pas les choses juste par plaisir, mais par choix politique. Son but est de contrôler la noblesse. Là où le plan est redoutable, c'est que finalement, la noblesse, au lieu de s'allier entre elles pour éventuellement contester le pouvoir royal, ce qu'ils ont déjà fait, eh bien, ils ont tout entier les yeux tournés vers le roi, dans l'espoir d'obtenir de nouveaux privilèges. Tandis que la cour se divertit, à quelques mètres de là, le chantier, lui, continue. Les ouvriers travaillent à la lueur des torches et des feux d'artifice. Allons, messieurs, plus vite! Dans les campagnes, on vit au rythme du soleil. Dès le lever du jour, les paysans partent travailler au champ. Mac? Mac, lui, semble avoir apprécié le confort sommaire de sa paillasse. Mac? Bah, qu'est-ce que vous faites encore là? Le soleil est déjà haut, Fabien est déjà au champ. Ah bah oui, effectivement, il est déjà parti. Oh là, j'ai pas bien dormi, vous savez. Oh, sur la paille. Allez. Ça gratte. Ah oui, pas de douche, non, évidemment. Pas de douche, la rivière à la rigueur si vous voulez, mais c'est tout. À l'époque de Louis XIV, à la campagne, l'hygiène est des plus sommaires. Mais Mac, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de cabinet dans ces fermes, je vous rappelle, Marjolaine. On fait où on peut. C'est ça la vie quotidienne des Français au temps de Louis XIV. Non, mais quel inconfort. Et vous allez voir qu'à tous les niveaux de la société, hygiène et médecine sont très loin de nos standards actuels. Et nos ambassadeurs de Hollande, ils ne sont pas encore là? Pas encore, Votre Majesté. Que ce soit dans le petit peuple ou au sommet du trône, on ne s'embarrasse pas de délicatesse. Même le roi, dont le moindre des actes est public, y compris celui de faire ses besoins. Imaginez un monde sans toilette, sans eau courante et sans égout. La France sous Louis XIV, c'est ça. De la plus humble chaumière de paysans au plus moderne des châteaux, on se soulage là où l'on peut, c'est-à-dire un peu partout. Pour les femmes engoncées dans leurs robes, c'est un autre problème. Elles ont pourtant un avantage à l'époque. Elles ne portent pas de culotte. Alors on invente pour elles un pot ovale qu'elles peuvent placer entre leurs jambes, le bourdalou. Dans les habitations, il n'y a pas de toilette ni de tout à l'égout, mais des pots de chambre que l'on transporte de pièce en pièce. Ils sont vidés dans les fossés et en ville, dans les rues où les excréments se mêlent aux autres déchets. C'est vrai qu'il y a une certaine forme de saleté, une saleté dans les rues des villes notamment. Les rues, c'est là où on va trouver des cadavres d'animaux, on va trouver des épluchures, on va trouver des besoins. Enfin voilà, donc ça va être assez sale, hein, oui, en effet.
Même à Versailles, dans ce château de type moderne, eh bien, il n'a pas encore de système d'égout. En fait, il y a des latrines, c'est-à-dire des planches de bois avec un trou qui sont généralement placées au-dessus de grandes caves voûtées. C'est ces grandes fosses d'aisance qui permettent de recueillir les déjections. Et donc, il y a un problème d'odeur avec des remontées souvent très fortes en été. Nos toilettes modernes sont donc totalement inconnues. Et il en va de même pour les salles de bain. D'abord parce que l'eau courante n'équipe pas les maisons et ensuite parce que les Français pensent que se laver est mauvais pour la santé. Nous voici au château de Vaux-le-Vicomte, construit au début du règne de Louis XIV par son premier ministre des Finances, Fouquet. Mac Lesguy endosse cette fois la tenue d'un gentilhomme. Il va faire sa toilette du matin, comme on la faisait à l'époque, en suivant les conseils de notre historienne, Marjolaine Boutet. Vous allez imbiber délicatement ce linge bien blanc. Vous allez vous tapoter très délicatement pour ne pas faire rentrer les maladies. Comme ça. Le visage très délicatement. On se méfiait de l'eau à l'époque. Effectivement, l'eau dilatait les pores et on pensait que les maladies rentraient, pénétraient dans le corps par ces pores dilatés. Voilà pourquoi on évite les bains. Soupçonnés de transmettre les maladies vénériennes et même de diminuer la vigueur sexuelle. C'est pourquoi la toilette était le plus souvent sèche, c'est-à-dire qu'on frottait notamment les parties les plus visibles, les mains et le visage avec un linge humide. Et on croit aussi à l'époque que la crasse protège, fait une enveloppe sur la peau pour protéger des agressions extérieures. Et en ce qui concerne les cheveux, donc évidemment, j'imagine, il n'y a pas de shampoing. Comment on fait? Là non plus, pas de shampoing, pas d'eau sur les cheveux. Oh mon Dieu. La brosse. D'accord. Et puis, éventuellement, un peu de poudre pour enlever l'excès de graisse que vous pourriez avoir sur les cheveux. Oh, c'est totalement horrible. Bon, mais je vois ce qu'il me reste à faire. Hop. Voilà. À la mode du 17e, je suis propre. Mais une chose est sûre, je ne vais pas sentir bon. Non. Alors, vous êtes propre parce que votre chemise est propre et blanche. Et puis, vous allez vous inonder de parfum. Parce que, là aussi, au 17e, on pense que les bonnes odeurs chassent les mauvaises et les mauvaises odeurs apportent les maladies. Donc, on va vraiment cocoter. On fait en quelque sorte un bouclier de parfum pour empêcher les miasmes, ces véhicules inconnus maladies, d'arriver jusqu'à nous. Plus on cocotte, plus on a de chances de rester en bonne santé. Ça montre bien qu'on ne connaît aucun des principes de base de l'hygiène. Mais on ne soupçonne pas l'existence des microbes. Et donc, on est vraiment dégueulasse. Si les nobles se lavent le moins possible, les paysans, eux, ont recours aux grands moyens quand le temps le permet. Quant aux vêtements, ils ne sont lavés que 2 fois par an, car il s'agit d'une opération longue et pénible. Elle prend 3 journées entières. Marjolaine, donc, on se lave peu ou pas du tout à l'époque de Louis XIV, donc ça veut dire que on est sale. Ils ont en général 2 chemises qu'ils lavent 2 fois par an, au printemps et en automne. Et vous allez voir que c'est un processus très lent qui explique qu'on ne fasse pas ça toutes les semaines. Alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Alors là, on est au premier jour, donc on est à l'enfer, parce qu'on travaille avec de la cendre et des cristaux de soude. Et on fait bouillir le linge. Donc c'est très très chaud. C'est très chaud. Comme en enfer. Nos ancêtres avaient compris que la cendre de bouleau au contact de la crasse créait un détergent naturel, autrement dit un savon. On lave le linge avec ce qu'on a, c'est-à-dire de la cendre, de la soude quand on en trouve, qui permet toujours là de blanchir le linge et d'enlever la saleté qui s'est accumulée, vous imaginez, pendant 6 mois de travaux dans les champs. 6 mois, mais ça paraît totalement incroyable de penser qu'ensuite, pendant 6 mois, on va porter les mêmes habits. Faire bouillir le linge, le brasser pendant des heures, on comprend que la corvée de lessive ne revienne que tous les 6 mois. D'autant que le travail ne fait que commencer. On sort les draps qu'on met dans une panière et qu'on emmène ensuite jusqu'au lavoir. Allez-y, Mac, je vous en prie. Je veux bien, pas raison que ce soit les femmes qui fassent tout le boulot. Hop, allez, moi j'y vais, y a pas de règle. Ah bah évidemment, ça... Ah bah... Oula, mais ça passe attention. Ben oui, ça pèse lourd là. Mais c'est que c'est lourd. Donc là, on arrive à la 2e étape. Le purgatoire. Le purgatoire. Le purgatoire parce qu'on va rincer. Parce que surtout, on va passer la journée à genoux. Oui, la suite du travail se fait à genoux. La position de prière à l'église. D'où le nom de purgatoire qui est l'antichambre du paradis. Et ça, le fameux battoir, c'est donc pour vraiment aider la crasse mélangée à la cendre à sortir du linge. Exactement, c'est pour extraire la cendre avec l'eau. Ah bah ça marche. C'est un peu comme le tambour de la machine qui tourne très vite, ça remplace la force centrifuge de la machine à laver. Exactement.
À force de frapper dessus, ça chasse l'eau, ça chasse l'air en même temps. Ah, on voit bien, et ça ouais. coule. Ce travail pénible et répétitif prend des heures avec les mains dans l'eau froide. Pourtant, les paysannes et les lavandières le pratiqueront jusque dans les années 60, quand les machines à laver et les lessives modernes entreront enfin dans tous les foyers français. En tout cas, je note qu'il fait ça très très bien. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Marjolaine, vous voulez quand même pas essayer ne serait-ce qu'une seconde? Ah, pour apprécier Pour comprendre- davantage ma machine à laver. Exactement, voir ce qu'on a gagné en confort avec la machine à laver. Allez. Ah non mais faut y aller beaucoup plus fort, hein. Voilà. Dernière étape de ce cycle de 3 jours de travail, le séchage. Les draps et les vêtements sont étendus en pleine nature, sur des haies ou sur l'herbe. À ce moment-là, la campagne se couvre de linge blanc. Ça devait être un spectacle assez fascinant. Ça va être assez spectaculaire, effectivement. Chez les nobles et les bourgeois, la blancheur du linge est un véritable signe extérieur de richesse. Ce sont bien sûr des domestiques ou des lavandières professionnelles qui lavent leurs habits aussi souvent que possible. Et Louis XIV, à Paris, va faire progresser la propreté. À l'époque, le vieux Paris, comme on le disait, eh bien, c'était une ville réputée relativement sale par rapport à d'autres villes européennes plus modernes. Et donc, c'est une fois encore pour l'image de son royaume et le prestige, en premier lieu, de sa capitale, que Louis XIV va entreprendre des réformes de profondeur. Alors, ça va être la création d'un système d'égouts, une amélioration de la distribution des eaux. Et puis, parallèlement, pour développer le travail des lavandières, eh bien, il va installer tout au long de la Seine de nombreux bateaux lavoirs. Marjolaine, on met des bateaux lavoirs sur la Seine, on a vu qu'on fait la lessive, mais on se lave peu ou pas, on se méfie de l'eau. J'imagine que c'est un terrain très favorable à la propagation des maladies. Oui, jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, on ne connaît pas l'existence des microbes, donc on n'a pas les moyens de se prémunir contre la propagation des maladies. Et encore plus au XVIIe siècle, on n'a pas les moyens scientifiques de soigner un certain nombre de maladies bactériennes extrêmement dangereuses, comme la variole ou la peste, ou encore la tuberculose, qui font des ravages dans la population et qui expliquent que l'espérance de vie ne soit que de 25 ans contre 80 ans aujourd'hui. Si au XVIIe siècle, quelques chanceux peuvent atteindre l'âge de 70 ou 80 ans, une personne sur 2 meurt avant d'avoir 20 ans. Quand on fait la moyenne, on obtient une espérance de vie de 25 ans. Les maladies peuvent vous emporter à tout âge. La fièvre monte toujours. Les fenêtres. Et les nobles ne sont pas plus à l'abri que le peuple. À 20 ans, le roi est atteint d'une fièvre typhoïde, certainement provoquée par une intoxication alimentaire. À l'époque, c'est une maladie incurable. Ne me laissez pas. Je suis là, Louis. La situation dure et s'aggrave pendant plus d'une dizaine de jours. Le pays le croit perdu. Dans tout Paris, on fait donner des messes pour la guérison du roi. Il faut s'aimer aux pieds. On l'a déjà signé 3 fois. Les ventouses alors. Et puis, miracle, le roi se rétablit soudain en quelques jours. Il est comme ressuscité, dit-on. Et c'est vrai que Louis XIV, physiquement, c'est une vraie force de la nature. Des ventouses, des saignées. Pourquoi de telles pratiques disparues aujourd'hui? Que savaient les médecins des maladies et du fonctionnement du corps humain? Ils ont une pratique de la médecine qui est vraiment complètement différente de celle d'aujourd'hui. Il n'y a pas de petits médicaments à prendre juste avec un verre d'eau et voilà, ça va mieux. Il n'y a pas d'antibiotiques. Enfin, tout ça, ça n'existe pas. À l'époque, mieux vaut ne pas tomber malade. Pour bien le comprendre, nous partons à l'hospice de Baugé dans la Sarthe. C'est un hôpital conservé tel qu'il était sous Louis XIV. Seuls les pauvres s'y rendaient, les nobles et les bourgeois se faisaient soigner à domicile. Malheureusement pour lui, Maclesguy est venu consulter un médecin du XVIIe siècle. Docteur, qu'est-ce que vous faites? Je mire vos urines. Et je les goûte. Vous voulez goûter? Ça vous renseigne sur mon état? Ah, bien sûr. Ça dit quoi? Je suis désolé, Mac, mais vos urines montrent clairement que vous avez un tempérament chaud et humide. Et alors? C'est-à-dire que vous avez trop de sang, il va falloir vous en tirer. Alors comment est-ce qu'on fait au XVIIe?
Dans l'ignorance des vraies causes des maladies, le premier remède auquel ont recours les médecins est la saignée. Ils croient encore que retirer du sang malade permet de les soigner. Alors, à ce moment-là, ils font des incisions au niveau des veines, dans le bras ou dans la jambe, ou bien ils utilisent des animaux très friands de sang humain, ce sont les sangsues. Mais ça brûle. Bah oui, c'est pas très agréable. Ah mais vous avez voulu, hein. Regardez, hop. Marjolaine, vous voulez pas tester à ma place? Non, je vous laisse faire. Elles sont venues. Alors maintenant, vous allez rester une demi-heure comme ça. Parce que pendant une demi-heure, elles vont faire leur repas. Donc, ces sangsues vont me pomper du sang pendant quelques temps. Et c'est censé me soigner. Absolument, Mais alors pourquoi? Parce que au XVIIe siècle, on pense que l'homme est constitué de 4 humeurs, le sang, la bile noire, la bile jaune et le flegme, qui doivent rester en équilibre. Cette théorie des 4 humeurs remonte à Hippocrate, un médecin grec de l'Antiquité. Elle a plus de 2000 ans, mais n'a rien de scientifique. Évidemment, cette théorie des humeurs est médicalement fausse. On sait bien aujourd'hui que la trabile ou le flegme, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, cette théorie sera complètement abandonnée 2 siècles plus tard. Par contre, lorsqu'on parle encore aujourd'hui de quelqu'un qui est de bonne ou de mauvaise humeur, ou que l'on parle d'un tempérament sanguin ou flegmatique, eh bien, ça vient directement de là. À côté de ces saignées qui affaiblissent les malades plus qu'ils ne les soignent, d'autres pratiques médicales sont tout autant inefficaces. Je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement tendance à l'époque, d'extrêmement mode. Ça, c'est une seringue. Ah, pas vraiment, c'est un clister. C'est-à-dire? Ah bah ça s'adresse pas aux mêmes endroits, la seringue ça serait plutôt pour les veines, le clister c'est plutôt pour le fondement, on va quand même vous nettoyer l'intestin avec. Ah non, mais ça je teste pas, non, pas question. Ah bon? Non. Ce tube d'étain rempli d'eau et de plantes médicinales est introduit dans l'anus. Le liquide est alors envoyé dans le côlon, un traitement ici encore censé venir à bout de toutes sortes de maladies. C'est mode, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Si vous êtes constipé, mais sinon non. Ça ne sert strictement à rien. Ah, absolument rien. Tout le monde le fait. Ah oui, d'ailleurs, pendant la dernière année de la vie de Louis XIII, on lui en a fait 312 en un an. Ça fait presque 1 par jour. Et on pense que ça a quand même accéléré sa mort. Alors la médecine de l'époque est-elle totalement inefficace? Pour répondre à cette question, retour à l'hospice de Baugé, et plus précisément dans son apothicaire-rie, c'est-à-dire sa pharmacie. Un endroit unique en France où rien n'a changé depuis 300 ans. Dans chaque boîte se trouve un médicament de l'époque. Il y a des herbes, des minéraux en poudre et des ingrédients encore plus exotiques. Que lisez-vous sur cette boîte? Moumia. Moumia? C'est la momie? Momie? Oui, bien sûr. Ouh là là. Regardez. On a encore des doigts de momie. Non. Si, je vous jure. Des doigts de momie? Mais oui, ce sont des doigts momifiés. Tenez, Marjolaine. Réduits en poudre, les doigts de momie sont réputés guérir les blessures infectées. Évidemment, c'est faux. Mais parmi tous ces remèdes, on en trouve d'autres qui préfigurent déjà les médicaments d'aujourd'hui. Regardez, le salix alba, c'est-à-dire le saule blanc. Oui. Alors salix alba, ça va donner quoi? Acide salicylique. L'aspirine. Eh oui. On connaît l'opium qui est importé d'Orient et qui est très efficace comme antidouleur. C'est un peu l'équivalent de la morphine aujourd'hui. On connaît aussi la quinine qui est très efficace contre les crises de fièvre. Et puis, dans les campagnes, on se soigne majoritairement à base de spécialités d'herboristerie qui sont d'ailleurs toujours utilisées aujourd'hui, notamment par des rebouteux. Donc, c'est en fait la médecine par les plantes. Et notamment, on utilise la sauge officinale qui est toujours aujourd'hui connue notamment pour ses vertus antiseptiques. Il y a donc déjà des médicaments utiles, mais malheureusement aucun antibiotique. On ne les connaît pas encore, il faudra attendre bien plus tard au XXe siècle. Ce qui signifie que la syphilis, la variole, la rougeole, la peste, la scarlatine font des dégâts considérables. Vraiment. C'est le grand problème de la médecine à cette époque. Exactement, ce sont les épidémies. Si les maladies déciment les populations, la médecine, elle, va faire des progrès considérables grâce à une corporation étonnante. Ce sont les chirurgiens barbiers. Direction une autre salle de l'hospice de Baugé. Artus, vous avez reconstitué ici tous les outils, les instruments d'un chirurgien barbier de l'époque. On dit chirurgien barbier parce qu'on fait aussi bien de la barbe que la chirurgie. Ça paraît incroyable. Eh bien, le barbier
le barbier en formation, c'est quelqu'un qui sait affûter, entretenir et utiliser des instruments tranchants. Alors, voyons exactement en quoi consistent donc ces différents outils. Ce métier-là, par exemple, ça c'est classique, j'imagine. Ça c'est le plat à barbe. Le plat à barbe et le rasoir. Qu'on tient comme ça. Et après on rase et on essaye de ne pas couper le client. Ben oui, ça vaut mieux. Voilà, enfin, il n'y a pas que ça. Et c'est avec ces instruments rustiques que le barbier opère les malades. C'est le plus bas de l'échelle des soignants. Vous avez le médecin qui pense, l'apothicaire qui fabrique les médicaments et le barbier, le chirurgien barbier, a les mains dedans. C'est aussi lui qui s'occupe de vos dents. Il n'y a pas de dentiste à proprement parler sous Louis XIV. Il y a simplement des barbiers qui font le métier d'arracheur de dents et qui le font mal. C'est seulement au XVIIIe siècle qu'apparaîtra la science dentaire et le métier de dentiste. Alors vous avez le petit crochet là, que vous avez en main droite, qui permet d'enlever la putridité de l'intérieur de la dent. D'accord. Et vous avez après cet petit outil qui permet de décoller la dent de la gencive pour préparer l'arrachage avec une pince comme ça. Parce que si on y va avec une pince comme ça, elle peut casser dans la gencive. Sans anesthésie, évidemment. La quoi ? Oui, pas d'anesthésie à l'époque. Est-ce qu'il y a différentes catégories de chirurgiens barbiers? Ce sont les mêmes qu'on va trouver aussi bien à Versailles, à la cour du roi, que dans les campagnes? Ah non, à Versailles, ce sont des chirurgiens en robe longue qui ont fait davantage d'études et ils vont à plusieurs reprises opérer le roi avec évidemment tout le risque que cela comporte. À l'âge de 46 ans, Louis XIV est victime d'un énorme abcès à l'anus. Tous les traitements ont échoué. Mais l'opération qu'il va subir va changer le visage de la médecine. Charles-Félix Tassin, le chirurgien du roi, a inventé des outils spécialement pour cette intervention. Il s'est entraîné sur des dizaines de miséreux. Et le 18 novembre 1686, à 8 h du matin, il commence l'intervention à risque. Majesté. Alors là, vous avez entre les mains ce qui permet de vider les abcès. Et c'est à peu près de cette manière que Tassin opère le roi. Je fais une petite entrée dans l'abcès, je vais rentrer la sonde dedans et le couteau au tranchant intérieur va me permettre d'ouvrir l'abcès. Et ça, qu'est-ce que c'est, un pansement? Ça, c'est une mèche, oui, pour mettre à l'intérieur de l'abcès. Mais ça a déjà servi plusieurs fois. Ah oui, bien sûr. Oh, quelle horreur. Heureusement qu'on vit plus à cette époque. Monsieur le chirurgien, traitez-moi comme le moindre de mes sujets. Ainsi, votre main ne tremblera pas. Bien sûr. Mon Dieu. Le roi résiste. Le roi, en soumettant son corps sacré au chirurgien, va faire un geste fort en faveur de la science. Ça se fait sans anesthésie, cette opération. Et on entend le roi qui murmure simplement « Mon Dieu, au plus fort de la douleur ». Donc tout cela, évidemment, va servir à la communication royale. Ce roi qui est capable de résister à la douleur et donc est un roi, un grand roi. La fistule à l'anus de Sa Majesté est bien réduite. Maintenant, il faut prier pour le salut total du roi. Et donc cette opération va véritablement rehausser la chirurgie à un grand degré de prestige. Et ce sera quelques années plus tard, Louis XV, qui créera la première Académie royale de chirurgie. À l'exception de la chirurgie, l'hygiène et la santé progressent peu sous Louis XIV. En revanche, d'autres domaines connaissent un large essor. C'est le cas de la culture et de l'art de vivre. Comme la cuisine, qui se développe considérablement sous l'impulsion du roi. À l'époque, le peuple des campagnes reste à l'écart de ces raffinements, pendant que les privilégiés de la cour découvrent de nouveaux plaisirs. Mon Dieu, je vous prie! Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Avril 1664, dans les jardins de Versailles. C'est devant le roi que Molière crée sa nouvelle pièce, Tartuffe. Jusqu'alors, le théâtre était un art de rue. Louis XIV, grand amateur, va lui offrir ses lettres de noblesse. De ce point, l'ouvrage est merveilleux.
Le roi a une vraie passion pour le théâtre. Il connaît les pièces, il adore assister au spectacle et puis aussi il protège des troupes de comédiens, dont celle de Molière. Et Molière, il va bénéficier non seulement de l'estime du roi, mais aussi de son amitié. Ils ont des liens personnels, le roi étant le parrain du premier fils de Molière. Et puis, il faut se rappeler que le roi, c'est tout simplement le premier commanditaire de Molière. C'est pour le roi que Molière écrit ses pièces qu'il joue devant le roi à Paris ou à Versailles. Que l'on n'est pas aveugle, qu'un homme est de chair. Cet amour de Louis XIV pour le théâtre le poussera à créer, 7 ans après la mort de son ami Molière, une institution qui existe encore aujourd'hui, 333 ans plus tard, la Comédie Française. Le roi accorde 10% du budget de l'État au théâtre et aux autres arts. Et ce n'est pas que par goût. Là encore, c'est un acte politique. C'est un moyen de rassembler la noblesse, de distraire la cour. Louis XIV sait aussi que les œuvres traversent les siècles. Et il compte bien passer à la postérité en devenant le mécène des grands auteurs comme Racine et des musiciens comme Lully, compositeur d'origine italienne qui va inventer pour le roi l'ancêtre de la comédie musicale, la comédie-ballet. Il a indéniablement réussi à marquer et son temps et la postérité. Mais l'art qui passionne le plus Louis XIV et qui servira au mieux ses ambitions politiques, c'est la danse. Le roi organise des ballets où il se met lui-même en scène. La danse est une activité classique pour les rois de France, elle fait partie de son éducation, mais ce qui distingue Louis XIV, c'est l'acharnement avec lequel il va travailler la danse plusieurs heures par jour. Dans les années 1650, il danse avec les professionnels, comme un professionnel. C'est, nous disent les sources, le meilleur danseur de la cour. Il y a toujours chez Louis XIV aussi une fonction politique du ballet qui est essentielle. Parce que le lendemain, dans les gazettes, on parle de ces spectacles. Et puis les gravures, elles diffusent dans l'Europe entière cette image d'un roi dansant. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, la danse est omniprésente, aussi bien dans le quotidien des nobles que dans celui du peuple. On danse partout, notamment à l'occasion des nombreuses fêtes religieuses qui rythment l'année. À la campagne, il y a beaucoup plus de fêtes populaires qu'aujourd'hui. Alors, à l'occasion de fêtes religieuses, pour fêter les saisons, pour fêter la fin des moissons, pour des événements personnels. Ça donne lieu à des beuveries, ça donne lieu à des danses, à des réjouissances, des charivaris quand il y a un mariage. Et puis la fête, donc c'est toujours un moment important dans la vie sociale. On y festoie, dans des grands banquets, on y danse, on y fait des rencontres aussi. Et puis elles agissent aussi comme un exutoire nécessaire qui, pour un moment en tout cas, permettent d'oublier les dures conditions de vie et de travail. Le peuple danse et il est fier que son roi en fasse autant. Et l'un des ballets de Louis XIV le fera passer à la postérité sous le nom de Roi Soleil. Il va danser de très nombreux ballets, et notamment, il apparaît en soleil, étincelant et dissipant les nuages dans le ballet de la nuit. Et c'est sans doute l'une des images les plus universellement connues de Louis XIV. Ça me semble incroyable de penser qu'un chef d'État comme le roi puisse se mettre en scène dans un ballet. Effectivement, Mac, vous avez raison, Louis XIV est le premier roi à se mettre en scène dans des ballets. Mais hormis les ballets, il y a les bals, ça rythme la vie de la cour. Danser, c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait quand on est courtisan et qu'on ne sait pas danser? Eh bien, on apprend. Regardez, ce sont des danseurs professionnels qui, effectivement, dansent comme au temps de Louis XIV. Oh, magnifique, on va regarder. Christelle, bonjour. Bonjour. Je vous présente Mac Lesguy, gentilhomme débutant. Bonjour Christelle. Que pouvons-nous danser maintenant? Alors, un menuet.
Alors le menuet, là encore, c'est une danse aristocratique? Le premier menuet qui est apparu sous Louis XIV a été dansé par Louis XIV. Le menuet, c'est l'exemple par excellence d'une danse populaire dont les pas et les figures ont ensuite été adaptés pour devenir une danse de cour. Ce qui va faire que le menuet va avoir une grande popularité dans toute l'Europe. C'est compliqué à danser? Assez. Essayons. On y va? Allez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Plié, une élévation, un plié, double élévation. Le menuet se danse sur 6 temps. En arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. Non, je ne suis pas du tout. Vous n'y êtes pas? Non, mais allons-y quand même. Commençons par des révérences. De nouveau, on salue le partenaire que nous avons en face. Un pas de menu en avant. Un petit tour sur vous-même. Et vous croisez avec monsieur. Aujourd'hui, on connaît quelques danses, le rock, le tango. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait des dizaines de danses en fonction des régions. Alors, par exemple, on dansait le tambourin ou le rigodon en Provence, ou la bourrée en Auvergne, bien sûr. Et puis, à l'étranger, par exemple en Espagne, c'était la sarabande, la passacaille. En tout cas, toutes ces danses vont être adaptées pour devenir des danses de cour. Je mesure à quel point, quand on est mauvais danseur, on doit arriver à la cour. Alors là, j'imagine qu'on doit prendre des cours accélérés pour se mettre au niveau, pour faire bonne figure. Ça m'a l'air extrêmement compliqué. C'est assez complexe, mais finalement, l'apprentissage vient assez rapidement. Au XVIIe siècle, la pratique de la danse est bien l'un des seuls points communs entre les nobles et le peuple. Car pour le reste, les différences sont grandes, et en particulier en matière d'alimentation. Voilà une surprise qui doit vous être agréable, monsieur Colbert. Un déjeuner au château de Versailles. Le rituel est immuable. Le roi mange toujours seul. Entouré de nobles pour qui assister au repas de Louis XIV est un privilège. Sous son règne, la gastronomie française prend toute son importance. Rien n'est assez raffiné pour lui. Il faut satisfaire les goûts et le grand appétit du souverain. Mais si sa table déborde de plats délicats et variés, le peuple, qui souffre encore parfois de famine, doit se contenter de nourriture plus ordinaire. La majorité des Français mangent du pain ou des bouillies, mais dans des proportions beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Il faut s'imaginer qu'un paysan à l'époque mange à peu près par jour 1,5 kg, 2 kg de pain. Donc c'est ce qui constitue la base de son alimentation. Le pain a une place centrale, car les céréales dont il est fait sont faciles à cultiver en été et à conserver tout l'hiver. Mais cette agriculture ne met pas les paysans à l'abri du manque de nourriture. Sans engrais, les rendements sont bien entendu beaucoup plus faibles. Pour un grain de blé semé, on récoltait à l'époque 12 fois moins. C'est-à-dire à peine de quoi tenir toute une année jusqu'à la récolte suivante. Et donc si l'on avait des conditions météorologiques qui n'étaient pas favorables, c'est-à-dire par exemple un printemps pluvieux, c'était la ruine des récoltes et on manquait très rapidement de pain. Le pain lui-même est bien différent du pain blanc d'aujourd'hui, qui à l'époque est réservé aux bourgeois et aux nobles. Ce pain, c'est un pain marron, brun, donc à base de seigle, qui se cuit une fois par semaine. Donc on consomme des espèces de grandes roues. Ça sent bon. Fabien, qu'est-ce qui est en train de cuire? La soupe. La soupe, c'est un élément courant chez les paysans? Ah, c'est l'alimentation de base avec le pain. Alors, Fabien, qu'est-ce qu'on met dans cette soupe? Ce que l'on trouve, dans le potager. Comme aujourd'hui, les Français du XVIIe siècle font 3 repas par jour. Le premier au lever du soleil, le dîner aux alentours de midi et le souper, repas le plus copieux, à la tombée de la nuit. Au menu, carottes, poireaux et des légumes un peu oubliés aujourd'hui, comme le panais. On pourrait peut-être rajouter une pomme de terre, non? Ce serait meilleur. Ah, mais non, on ne peut pas, Mac, parce qu'au XVIIe siècle, on ne sait pas du tout comment cuisiner la pomme de terre. Pas possible. Regardez, croquez dedans pour voir. Comme ça, cru?
Oh, dégoûtant. Mais c'est exactement la réaction qu'ont eu les hommes du XVIIe siècle quand ils ont découvert ce légume rapporté du Nouveau Monde par les Espagnols. Ils n'avaient pas idée de la faire cuire. Non, il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que les Français apprennent à cuisiner la pomme de terre, grâce à un monsieur dont vous connaissez forcément le nom. Parmentier. Exactement. Et donc, en attendant, à quoi sert la pomme de terre? À nourrir les cochons. Exclusivement, quel dommage. À cette époque, l'assiette du paysan est quasi végétarienne pour des raisons économiques, mais aussi religieuses. Alors, je dirais qu'il manque, à mon avis, peut-être juste un petit morceau de viande, quoi, pour donner un peu de goût. Ah mais attention, Mac, parce que l'Église interdit de manger de la viande 1 jour sur 2 au XVIIe siècle. 1 jour sur 2? 1 jour sur 2. Mais comment est-ce possible? L'Église, elle contrôle les consciences et notamment elle contrôle la consommation de viande, qu'elle interdit 2 jours par semaine, le mercredi et le vendredi, puis aussi pour les fêtes religieuses, et notamment avec le carême, 46 jours sans viande, ce qu'on appelle les jours maigres. Et toutes ces interdictions cumulées font qu'il y a pratiquement 1 jour sur 2 dans l'année où on ne peut consommer de viande. Cochon. Cochon. Voilà. Bon, alors, les autres jours, ceux où on a le droit de manger de la viande parce que l'Église le permet, quelle viande on va manger? Comme aujourd'hui, principalement du bœuf? Ah non, surtout pas. Le bœuf, d'abord, c'est très rare. Ensuite, quand on a la chance d'en avoir un, on le garde pour y attacher la charrue. D'accord, donc qu'est-ce qui reste? Des volailles, des poules, des poulets? Ah non plus, les volailles, ça ne mange que des céréales. Or, on a vu que les céréales, c'est vraiment la base de l'alimentation de la famille, qu'il n'y en a souvent pas assez pour nourrir tout le monde. Et les œufs, à l'époque, sont considérés comme le caviar de l'époque. Ah, carrément? Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il vous reste des cochons, comme ceci, auxquels on donne des pommes de terre, les épluchures de légumes. Enfin, vraiment, un cochon, ça mange de tout. On dit que le cochon, c'est la poubelle de la ferme. Donc, ça, c'est un animal qui est courant à l'époque de Louis XIV. Qui est assez courant, qu'on va engraisser toute l'année et qu'on va tuer en général au moment de Noël. Et la viande va être consommée par la famille pendant toute une année. Ah, ça veut dire qu'on sait déjà la conserver. On fait les salaisons de cochon comme aujourd'hui. Le quartier de viande et le lard sont placés dans des jarres remplis de sel. C'est le principal moyen de conserve connu depuis les Gaulois. Nous, on va le laisser 5-6 mois, mais bon, on a là les salaisons de l'année. Allez, on recouvre bien de sel. Hop, on en remet par-dessus. Chaque fois qu'on rajoute des pièces de viande, on rajoute bien du sel. Et une fois que c'est couvert, on remet le couvercle. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est à la portée de tous, parce que le sel, c'est un produit qui est abondant, Marjolaine. C'est abondant, mais comme c'est très demandé, c'est très cher. Et l'État, qui l'a bien compris, le taxe très lourdement. Il y a des impôts sur le sel. Il y a des impôts sur le sel, comme aujourd'hui des impôts sur l'essence, par exemple. Oui, parce que c'est un produit indispensable. Produit indispensable. Donc, ça veut dire que là, pour un paysan de l'époque de Louis XIV, il y a quoi? Il y en a pour beaucoup d'argent en sel? Il y en a quand même pour une assez grosse fortune. Ah oui. Donc, en fait, le sel, c'est un luxe qui est accessible aux paysans qui sont déjà aisés. C'est plus qu'un luxe, enfin c'est essentiel, c'est essentiel. Le sel, c'est la conservation et on est obligé d'avoir beaucoup de sel. Pour saler un cochon entier, il faut au minimum une jarre pleine. Donc le sel, si j'ai bien compris, ça permet de conserver les cochons d'un côté et d'engraisser l'État et le roi de l'autre côté. Mais finalement, tout le temps, l'État a pris des produits vitaux et les a taxés parce que les gens ne peuvent pas s'en passer, c'est ça? Tout à fait. Et l'impôt sur le sel, appelé la gabelle, n'est pas le seul dont doivent s'acquitter les paysans. Les paysans, ce sont eux à l'époque qui paient la majorité des impôts. Ils sont littéralement écrasés d'impôts. Alors impôt au roi, à l'État, avec la taille, qui est un impôt sur le revenu, impôt à l'église, avec la dîme, et puis l'impôt foncier également aux grands propriétaires terriens. Voilà pourquoi leur niveau de vie reste toujours aussi bas. Il est temps de dîner pour Mac et notre famille de poules fêtant. Mais avant toute chose, il faut bénir le repas. Bénédicité obligatoire, bien sûr, à l'époque. Oui, complètement. Oui, les prières rythment vraiment toutes les activités quotidiennes, le lever, le repas, le coucher. D'accord. Ah, bah ça, c'est la soupe qu'on a faite. Excusez-moi, Fabien, votre femme se met pas à table avec nous? Ah ben non. Au XVIIe siècle, les mères de famille ne mangent jamais avec leurs maris et leurs enfants. Elles sont beaucoup trop occupées à préparer et ensuite à ranger la cuisine. Ah bon? Eh ben, Allez, donc c'était un peu machiste, on va dire, à l'époque. Ah, très traditionnel, où les hommes et les femmes n'ont absolument pas la même place. J'ai hâte de goûter, moi, personnellement. Hein. Alors, on trempe le pain dans la soupe, puisqu'en général, il est un peu dur, et ça permet aussi de l'épaissir. Ah oui, on met plein de pain dans la soupe. Mais c'est pas mauvais du tout, hein. Si je comprends bien, à l'époque,
c'est vraiment la France à deux vitesses. Absolument. Les aristocrates, eux, mangent trop de viande, à tel point qu'ils en sont malades, une maladie très douloureuse qui s'appelle la goutte. Bien fait pour eux. Chez les nobles, on s'empiffre. Et dans les cuisines des grands châteaux, on rivalise d'ingéniosité. Ce sont les débuts de la gastronomie. Après le souper frugal du paysan, MacLesguy se rend à présent au château de Beauregard, dans le Val-de-Loire, pour tester un dîner de la noblesse sous Louis XIV. Il sera une fois de plus éclairé par notre historienne Marjolaine Boutet. La cuisine d'un aristocrate. Regardez la taille de cette pièce et puis surtout la profusion d'aliments par rapport à ce qui se passe chez les paysans. C'est l'air appétissant. Stéphane, bonjour. Bien le bonjour. Donc là, vous êtes en train de reconstituer la cuisine, le repas d'un noble au XVIIe. Tout à fait. Un noble ou gentilhomme de notre région. En tout cas, ça donne faim. Alors, c'est quoi l'ordinaire d'un noble à cette époque? Qu'est-ce qui cuit dans la cheminée? Eh bien, on voit ici justement ce petit cochon de lait qui fait partie des viandes des plus précieuses, puisque justement celui-ci ne va être nourri que de pain, de lait. Ça en fait évidemment une viande qui est des plus précieuses, des plus moelleuses. Et de chaque côté, là, c'est quoi? Là, ici, des petits pigeons. Il est vrai que si jamais au Moyen-Âge, on fait cuire de grands oiseaux, les hérons, les cygnes, les paons, eh bien la période du XVIIe siècle, c'est la période où on va plutôt côtoyer des petits oiseaux. Pourquoi autant de gibier? Mac, la chasse est le privilège des nobles. Les paysans ont interdiction de chasser, ça s'appelle braconner et c'est durement puni. Messieurs, mes amis, cette fois c'est des galères. Oh non, 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 je vous en supplie. Il n'y a que les nobles qui ont le droit de chasser. C'est un privilège qui sera d'ailleurs aboli à la Révolution française. Tous ces animaux tués, eh bien, il faut bien en faire quelque chose, c'est-à-dire les manger. Bon, ça dit, ils ne mangent pas quand même que du gibier rôti toute la journée, il y a autre chose. Oui, bien sûr, on le voit, les légumes, puisqu'on voyage de plus en plus loin, on rapporte alors des légumes nouveaux, c'est de plus en plus diversifié. Ces nouveaux légumes, un agronome de génie, la Quintini, va les cultiver pour le roi dans le potager du château de Versailles. Il va réaliser des prouesses. C'est notamment grâce à lui que l'on peut manger des fraises, quelle que soit la saison. Il va inventer de nouveaux types de cultures, par exemple la culture sous serre chauffée ou de nouvelles greffes qui vont permettre de réaliser de véritables prodiges, c'est-à-dire l'acclimatation de nouvelles variétés de fruits et de légumes, comme par exemple les melons, les figues, les pêches, les artichauts, les asperges. Et tous les princes d'Europe ensuite vont vouloir avoir un potager identique à celui du roi de France. Une fois de plus, Louis XIV réussit à faire rayonner son royaume dans le monde. Maintenant, je pense que le couvert est dressé, on peut alors côtoyer la table. Allons côtoyer la table. Allons. Allons côtoyer la table. Premier service, la duxelle de champignons. Second service, coquillage de l'île de Ré, les huîtres nommées, accompagnées de limon et les œufs durs que notre bon roi prise tellement manger. Troisième service, en reverdir, avons disposé petits pois, fond d'artichaut et l'orange qu'avons confit. On mange déjà des huîtres à l'époque? Oui, l'on prétend du reste qu'elles sont aphrodisiaques, ce pourquoi Louis XIV lui-même prise en manger régulièrement. Alors il y a tout ce que Louis XIV aime. Des fonds d'artichaut, c'est ça? Absolument, des petits pois. Des petits pois. Et des oranges. Et des oranges. Bon, vous rigolez, Marjolaine, c'est équilibré comme repas. Des légumes, des huîtres, des champignons. Ah mais attendez Max, ça ce n'est que le début, ce sont les entrées. Vous allez voir, il reste encore beaucoup de choses à goûter. J'ai quasiment plus faim. Et pourtant, 6 autres plats et desserts attendent encore Mac et Marjolaine. Ouf. Quatrième service. C'est parti pour les viandes. Le ragoût d'agneau en ail et limon confit. Cinquième service. Le pasté de faisan en plumes redressées. Sixième service. Les pigeons rôtis. En accordance. Un rot de pourcelet.
je repense au pain et à la soupe qu'on a mangé chez Fabian. Effectivement, là, définitivement, ça n'a rien à voir. Eh bien, festoyons. Alors, ce cochon. Marjolaine, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète. À nous deux, on va jamais finir tout ça. Les nobles de l'époque mangeaient absolument tout. Ils avaient des estomacs, mais qui faisaient 4 fois la taille d'une autre. Mais pas du tout, Mac. La profusion des plats était destinée à montrer la richesse de ces nobles et leur succès à la chasse. Mais tout ce que nous n'allons pas manger... Et gaspiller. Non. Tout ce qui n'aura pas été mangé va être ramené en cuisine et revendu par les cuisiniers aux voisins, aux paysans du domaine et mangé par les domestiques du château. On vend les restes. On vend les restes et parfois, ça peut se vendre très cher. Ah, c'est tellement bon. Donc ça doit être bon, ça. On est sur le dessus du cochon avec le filet. Il me reste juste une petite place pour le dessert. Je vous reconnais bien la Mac. Bien, justement, c'est au XVIIe siècle que l'on prend l'habitude de terminer un repas par du sucré. Parce qu'avant, tout était mélangé? Parce qu'avant, tout était mélangé, on picorait, il n'y avait pas vraiment d'ordre. C'est au XVIIe siècle que la succession entrée, plat et donc viande, dessert devient la norme. Mais quelle chance! Le dessert. 7e service. Une compotée de poires et pommes à la cannelle. Oh là là. 8e service. Les meringues d'Italie venues. Ah. Magnifique. N'entendez que Louis XIV prise, manger, purée, confiture et autres. Ce que Louis XIV aime devient à la mode. C'est le cas notamment de 2 mets dont aujourd'hui encore peu de Français peuvent se passer à la fin du repas. Le café, qu'un ambassadeur turc a fait goûter aux Parisiens, et le chocolat, que sa femme Marie-Thérèse a ramené de la cour d'Espagne. Ce qu'on retient de cette époque, si je comprends bien, c'est l'essor de la gastronomie. Par contre, au niveau de l'alimentation de monsieur et madame tout le monde, rien ne change. Voilà. Non, c'est la gastronomie, mais pour une toute petite élite. Oh, c'est triste. Allez, hop. Louis XIV veut que sa grandeur soit reconnue dans toute l'Europe. Résultat, le luxe et le raffinement de la vie à Versailles atteignent des sommets. Décoration et subtilité de la vie de cour occupent toute l'attention du roi et de la noblesse. Des préoccupations bien éloignées de celles d'un peuple tout accaparé par sa survie. Tout au long de son règne, le roi a agrandi et embelli Versailles. La construction du château se poursuit pendant 50 ans car le souverain exige la démesure et la perfection. Ce jour-là, Louis XIV inaugure la Galerie des Glaces, qui symbolise à elle seule la toute-puissance du roi Soleil. Les meilleurs artisans et les plus grands artistes du royaume ont travaillé ici pendant 5 ans. Sire, personne n'en croit ses yeux. Tout le monde pense rêver. C'est que, madame, en quelque endroit du monde, cette galerie n'est en rien comparable. La grande terrasse qui reliait les 2 ailes du château a été couverte et très richement décorée. La Galerie des Glaces va vite devenir la pièce la plus célèbre d'Europe grâce aux 357 miroirs qui s'y trouvent. Car ils sont à l'époque les plus grands du monde. On a pour la première fois la possibilité de se refléter en pied, c'est-à-dire du pied à la tête, et en groupe. Ça, c'est incroyable. C'est la première fois qu'un groupe de personnes peut se regarder dans une série de miroirs suffisamment grande pour se voir en pied. Pour les fabriquer, Jean-Baptiste Colbert, le fidèle ministre des Finances de Louis XIV, s'est livré à une véritable opération d'espionnage industriel. Car en ce temps-là, seuls les Vénitiens savent fabriquer de tels miroirs. La France n'a pas ce savoir-faire, donc il faut importer le savoir-faire. Alors c'est très simple, il envoie des espèces d'espions à Venise, et là il s'aperçoit qu'il tombe au moment d'une grève des ouvriers, et ils vont débaucher 2 ouvriers en leur promettant monts et merveilles s'ils viennent tout simplement dévoiler les secrets de fabrication en France. Et c'est ainsi que la France vole aux Vénitiens le secret des fameux miroirs.
On est là dans une démonstration de puissance et surtout de puissance française. Et désormais, ce seront les verres français qui vont s'exporter dans toute l'Europe. Colbert poursuit en fait un objectif simple, produire français pour limiter les importations coûteuses et remplir les caisses de l'État. Versailles devient un lieu d'exposition à la gloire des manufactures françaises. Les miroirs de Saint-Gobain, les tapisseries des Gobelins et les porcelaines de Sèvres. Quelque chose déplaît-il à Sa Majesté? Tout est bien comme vous me l'aviez promis. Toutefois, il nous plairait que cette galerie soit ouverte au public, comme le reste du château et des jardins. Ils sont la fierté du royaume de France. Faisons-les partager au monde. Versailles, c'est un showroom. Parce qu'évidemment, les ambassadeurs viennent, et puis en sortant, on leur dit si vous avez aimé les marbres de la galerie, bah, écoutez, les carrières, on les a rouvertes dans les Pyrénées. Si vous aimez les tapisseries, eh ben, vous allez au Gobelin, on va pouvoir vous les faire. C'est pas tout à fait comme aujourd'hui pour que des Français achètent français, c'est pour que l'Europe achète français. En fait, l'idée, c'est que on va saturer le marché du luxe, par exemple, et que la référence des cours en Europe, ça devient la cour de France. Ce Made in France, comme on dirait aujourd'hui, a été une grande réussite du règne de Louis XIV. C'est également sous l'influence du roi Soleil que la France rayonne pour la première fois dans un domaine dont notre pays est encore la référence aujourd'hui, la mode. Là encore, les inégalités sont grandes entre les nobles et le peuple. Dans les campagnes, on ne porte ni perruque, ni vêtements coûteux. Les Français, eux, ne sont pas à la mode, on pourrait le dire. Ils n'ont pas les moyens d'être à la mode. Les vêtements sont avant tout des vêtements d'usage pour travailler et puis que l'on gardait très longtemps, que l'on usait longtemps et parfois même que l'on se transmettait de génération en génération. On hérite des vêtements usés de son père. Les paysans fabriquent eux-mêmes leurs vêtements ou achètent à un voisin qui se spécialise et qui va tisser le lin, qui va filer la laine. On remplaçait de temps en temps les habits, mais évidemment, on vivait pas dans une société de consommation. Pendant ce temps, à la cour, les nobles sont prêts à tous les sacrifices pour ressembler à la star de l'époque, le roi. C'est ainsi que, par accident, il va lancer la mode de la perruque pour les hommes. Louis XIV va perdre ses cheveux rapidement, à l'âge de 19 ans. Il va contracter une maladie, une fièvre typhoïde, avec pour conséquence la perte progressive de ses cheveux. Alors il en est très affligé et il commence à porter la perruque. Une perruque qui est très particulière, hein, avec une épaisseur assez importante, qui forge finalement le style, la silhouette Louis XIV, on peut le dire. Mes amis, vous savez à quel point ma vue baisse avec le jour. Alors, que vois-je sur la tête de Sa Majesté? Serait-ce un bonnet d'âne? Une perruque! Oh. Et qui osera encore dire que le caractère du roi est peu enclin à la drôlerie? Les railleries ne durent pas. Et rapidement, les nobles de la cour, les bourgeois de Paris, mais aussi les autres rois d'Europe, comme le tsar de Russie, vont adopter la perruque du roi de France. À la cour, plus elle est fournie, plus vous êtes proche du souverain. Il faut le cheveu naturel de 50 personnes pour la fabriquer. Elle peut mesurer jusqu'à 15 cm et peser jusqu'à 1 kg. Retour au château de Vaux-le-Vicomte, où le gentilhomme Maclesguy va lui aussi imiter le roi Soleil. Ah donc c'est vraiment une perruque époque Louis XIV, enfin une perruque moderne, c'est fait en quoi? Alors c'est fait en vrais cheveux, rehaussés de quelques poils de crin de cheval, pour davantage de tenue. Alors on met ça comme ça, j'imagine? Exactement comme un bonnet. Donnez-moi vos lunettes, ça va vous gêner. Ah oui, bah après je vais plus rien y voir du tout. Voilà. Alors. Elle a un volume totalement incroyable là. Oh, vous êtes maintenant dans la peau d'un grand, d'un noble, et donc vous vous grandissez. Regardez.
Je vois bien qu'elle est haute, c'est que le haut de ma perruque arrive au haut de la vôtre. Voilà. Ça me grandit, ce qui n'est pas pour me déplaire. Le port quotidien de la perruque engendre des maux de tête, des vertiges parfois, des échauffements, des escarres. Et puis ces perruques qui étaient régulièrement poudrées et jamais désinfectées, c'est aussi des véritables nids à vermine et à poussière. Sous Louis XIV, l'expression « souffrir pour être beau » prend tout son sens. Soie de Chine brodée d'or. C'est là sans doute, sire, ce que j'ai réussi de mieux. Monsieur Cornillac, la forme et le tissu nous plaisent. Mais il manque encore d'éclat. Ne serait-il pas à propos de rajouter à ce costume quelques-unes de nos précieuses pierres des Indes? Sire, je n'avais pas osé. Alors, monsieur, nous vous invitons à oser. Notre Versailles ne peut être que plaisir des yeux et chatoiement des couleurs. Louis XIV a lancé de nouvelles façons de s'habiller. Et les courtisans doivent renouveler leur garde-robe. Mais à l'époque, pas question d'aller faire les boutiques. On fait coudre ses vêtements. Sous Louis XIV, s'habiller est beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. La costumière Virginie Houdinière va relooker MacLesguy en véritable icône de la mode du XVIIe siècle. Alors, il faudra enlever tout, mais surtout le jean et vos sous-vêtements. Comment ça, mes sous-vêtements? Oui. J'ai pas droit, ils ont comme des caleçons, des slips, je sais pas. Pas du tout. Ils ont juste une chemise, Oui. des bas. Des bas? Oui. Comme les femmes? Et vous allez porter également une jupe culotte. Une jupe culotte? Oui, ça s'appelle une robe. Elle est belle. Mais pourquoi est-ce que les nobles de l'époque portent des jupes et pas des pantalons comme aujourd'hui? Mais pour être beau. Ce qui est considéré comme extrêmement masculin, c'est la culotte. Le seul sous-vêtement masculin de l'époque, c'est la chemise. Waouh! Comme c'est un peu transparent, j'ai gardé mon caleçon, tant pis, on me le pardonnera. Alors. Première étape, enfiler les bas. Alors les bas à l'époque, ils sont faits en quoi? En soie ou en laine. Alors, c'est pas si haut. Ah, c'est pas si haut, pardon. C'est pas comme les bas, voilà. Et ça tient tout seul? Il y a des jarretières. Des jarretières? Oui. Alors. Eh oui, la jarretière est un ruban de soie ou de dentelle qui sert à maintenir et tendre les bas. De nos jours, on ne la retrouve que sous les robes des mariés. Et à l'époque, c'était les jambes des hommes qui étaient montrées et non pas les jambes des femmes. Et c'est vrai ça, effectivement, on monte les jambes des hommes. Chez les hommes, eh bien, c'est le mollet que l'on met en valeur. Aujourd'hui, ça a totalement disparu. Mais on mettait en valeur son galbe, notamment en habillant le mollet bien, de bas de soie. Donc ça, c'est un habit de cour. Le but est de se montrer, d'être vu et d'étaler sa richesse. Les vêtements à la cour étaient très élaborés, dans les meilleurs tissus, avec des superbes taffetas de soie. Et lors des soirées, notamment, ces costumes étaient encore agrémentés de pierreries, de bijoux, des boutons, des boucles de ceinture en diamant. Et lorsque le roi, notamment, apparaissait ainsi, il éblouissait littéralement la cour. Les tenues des femmes se doivent aussi d'être éblouissantes et certains critères de beauté de l'époque surprendraient aujourd'hui. Nous allons les découvrir en regardant notre costumière habiller une jeune femme en dame de la cour du XVIIe siècle. Les femmes, à l'inverse des hommes, eh bien, ne dévoilent jamais leurs jambes, ce serait impudique. Au contraire, elles les cachent sous plusieurs épaisseurs de jupe qui descendent jusqu'au sol, parce qu'on ne dévoile pas même les chevilles. À l'inverse, elles mettent toujours en valeur leur décolleté. Et pour le dévoiler encore un peu plus, eh bien, elles portent des corsets très serrés qui rehaussent la poitrine et qui marquent très fortement la taille. Ouh là là. Effectivement, là, la taille est très marquée. Les hanches du cou. Et je sens que je suis affinée et allongée. En faisant Allongée ça, aussi, oui. On peut perdre jusqu'à 6 cm de tour de taille. Ah oui, quand même. C'est merveilleux. Pour faire ressortir la taille, on exagère artificiellement la largeur des hanches. On se rajoute des bourrelets alors qu'aujourd'hui, on passe notre temps à essayer de les perdre. Le résultat, hanches larges et taille fine, est à l'époque un symbole de fécondité chez la femme. Les dames de la bonne société, quand elles vivent en province, ont à leur disposition des estampes qui leur montrent quelle est la mode parisienne. Il n'y a pas d'usine pour produire les vêtements, il n'y a pas non plus de magasin, c'est-à-dire de prêt-à-porter ou acheter les vêtements. Donc ce sont les tailleurs qui réalisent les vêtements à la demande, sur mesure, et ça reste un luxe parce que le tissu c'est très cher et même la noblesse se ruine pour ces dernières productions de mode, surtout à la cour de Versailles.
Parmi les nouveautés apportées par Louis XIV, les hommes mettent autour du cou un accessoire porté à l'origine par les soldats croates et qui va devenir à la mode dans la bonne société jusqu'à aujourd'hui. La cravate, déformation du mot croate. Alors, on va mettre les chaussures. Bien sûr. Et Max, savez-vous pourquoi ce talon est rouge? Non. Eh bien, le talon rouge à la cour de Louis XIV indique que vous avez le droit d'entrer dans la chambre du roi. C'est, si vous voulez, votre passe VIP pour la chambre du roi. Un sésame réservé aux privilégiés qui assistent au lever du roi. Ne manque plus que la cape, la perruque, la canne et le chapeau. Et comment je vais mettre mon chapeau? Sous le bras. À l'époque, on porte son chapeau sous le bras? Ah oui, sur la perruque, c'est pas possible. Ah oui, mais on garde son chapeau qu'on tient sous le bras, comme ceci? Oui. On met des plumes en avant, j'imagine, pour que ça fasse beau. Bien. Eh bien, écoutez, je vous dis à tout de suite. Super. Pardon, jeunesse. Et c'est ainsi, accoutré en gentilhomme du XVIIe siècle, que Mac part se promener sous les regards médusés des touristes qui visitent aujourd'hui le château. Pour qu'il ressemble parfaitement à un noble de la cour de Louis XIV, il lui manque un élément essentiel. En effet, à l'époque, pour se distinguer du peuple dont la peau était brunie par le soleil, les aristocrates ne paraissaient jamais en public sans être maquillés en blanc, même les hommes. Bienvenue dans le grand monde. Un usage ramené d'Orient, 400 ans plus tôt par les chevaliers des croisades. Bon, Faustine, je suis un peu inquiet. Je sais que vous connaissez extrêmement bien le maquillage à l'époque de Louis XIV. Qu'est-ce que vous comptez me mettre? Alors, à l'époque de Louis XIV, au niveau du maquillage, il y avait deux couleurs. C'était le blanc et le rouge. On va commencer donc par le blanc, qui était la base, le fond de teint. Eh ben, allons-y. Vous avez beaucoup de chance, Mac, parce que au XVIIe siècle, le blanc, c'était du blanc de céruse. Le blanc de céruse, ça ne vous dit sans doute rien, mais c'était de l'oxyde de plomb. Hein? De l'oxyde de plomb? Aujourd'hui, on sait très bien que l'oxyde de plomb, le plomb, c'est extrêmement toxique. Celui des vieilles peintures, ça peut provoquer le saturnisme. À l'époque, on n'avait pas fait le lien entre le blond qu'on se mettait sur le visage et les dangers du plomb. À la longue, le blanc de céruse, eh bien, il creuse la peau, il déchausse les dents, il donne mauvaise haleine. Et pourtant, à l'époque et pendant longtemps, personne ne fait le lien entre cet usage intensif du blanc de céruse par l'aristocratie, toujours à la recherche de plus de blancheur, et ses effets désastreux sur la santé. Ce n'est que 100 ans plus tard, eh bien, que sa toxicité sera établie par le médecin de Louis XV. Il faut savoir que les hommes se maquillaient dès le lever. En fait, c'était dès le début de la journée, on ne les voyait pas quand ils n'étaient pas fardés, et les femmes encore plus. Ça paraît totalement incroyable. C'est il y a 300 ans à peine, et les hommes ne sortaient pas sans s'être littéralement plâtrés le visage avec du blanc. Et on est vraiment dans l'inverse d'aujourd'hui, où on recherche le hâle, qui est un symbole de vie au grand air, de bonne santé. Au contraire, on voulait apparaître le plus blanc possible, parce que le blanc, c'était synonyme d'oisiveté. On restait à l'intérieur, qu'on n'avait pas à travailler, et donc signe d'aristocratie, de noblesse. Donc, pour avoir l'air bien noble, il fallait avoir le teint palichon. Exactement, voire, comme vous l'êtes en ce moment, totalement blafard. Oui, impressionnant. Sans que je vous trouble comme ça. Oui. Mais j'ai l'air de Dracula. Bon, on passe au rouge? Oui. Le rouge. Là aussi, vous allez voir, c'est pas le naturel qu'on cherche. Les lèvres et les joues sont teintées de rouge, fabriquées à base de graisse de mouton, pour accentuer le contraste avec le blanc. À l'époque de Louis XIV, mais j'aurais un succès dingue. Oh, vous savez, à l'époque, c'est surtout les titres qu'on regarde. Je suis Mac de Lesguy. Au total, il aura fallu près de 2 heures et l'aide de 3 personnes pour transformer Mac et Maïté en aristocrates de la cour de Louis XIV. Un rituel auquel ces derniers s'astreignaient tous les matins. Alors, cette expérience de la vie de cour,
Ah, écoutez, Marjolaine, personnellement très agréable. Maïté, Tout à fait. Maïté du même avis. Mais moi, il y a quand même une chose que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que les nobles, les personnages importants de l'époque, passaient vraiment autant de temps tous les jours à s'habiller, à se maquiller et à se coiffer et se perruquer? Rappelez-vous, Mac, qu'à l'époque, les nobles ne travaillent pas et que leur métier, en quelque sorte, c'est de paraître. Ils n'ont que ça à faire de la journée. Il y a environ 5000 courtisans à la cour de Versailles. Alors, qui font-ils? Eh bien, pas grand-chose. Hein. C'est une cour oisive. Ils paradent, ils font la fête. Puis, plus que tout, eh bien, ils veulent briller aux yeux du roi, se faire remarquer de lui pour obtenir de nouveaux privilèges. Mais est-ce qu'il nous reste quelque chose, Marjolaine, de cette mode à l'époque de Louis XIV? Mais évidemment, Mac, regardez, vous portez une chemise, oui, une cravate, oui, un veston et une veste. Exactement comme tout à l'heure, évidemment de formes différentes. Ah oui, la cravate, le costume 3 pièces ou ce qu'il en reste, ça apparaît vraiment sous Louis XIV. Oui, et d'ailleurs, Louis XIV est vraiment le roi de France qui va inscrire la mode au centre de la vie de cour et plus généralement au centre de la vie des Français. Donc si aujourd'hui Paris est encore, on dit, la capitale de la mode, c'est grâce à Louis XIV. C'est grâce à Louis XIV. Ah, ça c'est incroyable. Ah. Dites-moi, parce que je vois qu'on est un peu tout seul là. Au niveau des femmes, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, Mac, en matière de femmes comme en matière d'art, on peut dire que Louis XIV est un collectionneur. Non. Et en matière de mœurs, le roi a des avantages que son peuple ne peut pas se permettre. Si à Versailles on peut prendre des libertés avec la morale, dans les campagnes, les curés imposent un comportement plus conforme aux bonnes mœurs. Dans les villages, on se regarde, on s'épie, c'est très difficile quand même de ne pas être fidèle. On n'a pas vraiment de loisirs. Les travaux des champs vous prennent tout le temps. Donc finalement, pour être infidèle, pour pouvoir papillonner, pour avoir la tête à faire autre chose, etc., il faut se ménager du temps, il faut se ménager des occasions. On voit plutôt de l'infidélité, quand elle existe, plutôt dans les villes. Une petite soif? Oh, ma petite sotte! Oh, quelle course je fais! Tu l'as fait exprès, je t'ai vu. Non, tu n'as rien vu. Tes yeux et tes mains se vendaient ailleurs, comme d'habitude. Touché! C'est aussi dans les villes que l'on trouve de très nombreuses prostituées. Mais leur vie n'est pas facile sous Louis XIV. Dans les villes et surtout à Paris, eh bien, la prostitution elle est assez répandue. Donc Louis XIV va vouloir s'y opposer, va vouloir l'éradiquer même en enfermant les femmes débauchées, c'est-à-dire les prostituées, à l'hôpital général notamment. Donc ce 17e est un siècle de répression importante pour la prostitution. Et aussi. Là, regardez ici. Et là. Pendant ce temps, à Versailles, dès les premières heures de son mariage, Louis XIV collectionne les aventures amoureuses. Car toutes les femmes de la cour rêvent de fréquenter le lit de ce grand séducteur. Vous avez été parfaite, ma douce et belle. Le viril monarque a mené publiquement de front une union avec son épouse légitime, la reine Marie-Thérèse, et des relations avec ses maîtresses officielles. Dans sa vie, Louis XIV a 3 grandes favorites, c'est-à-dire des maîtresses royales. D'abord Louise de la Vallière, durant sa jeunesse, et puis Madame de Montespan, cette triomphante beauté à montrer à tous les ambassadeurs, et puis ensuite Madame de Maintenon. Et à l'âge de 40 ans, son appétit sensuel n'a plus de bornes. Tout y passait, des bonnes, des filles de ferme, des maîtresses d'un jour ou d'une heure qu'il va multiplier. Le roi s'est installé définitivement à Versailles à l'âge de 43 ans. Il y vit ouvertement avec la reine Marie-Thérèse et sa maîtresse du moment. Eh bien, Mac, nous sommes ici dans le salon de Mercure du château de Versailles, où on a reconstitué une chambre d'apparat de Louis XIV. Moi, je trouve ça magnifique. Mais je voulais revenir, Marjolaine, à cette situation. Un roi, une reine, plein de maîtresses. Comment est-ce que la reine, la pauvre Marie-Thérèse, vit cette situation?
Rappelez-vous, Mac, que le mariage entre Louis XIV et Marie-Thérèse est avant tout un mariage politique. Il s'agit de sceller la paix entre la France et l'Espagne. Donc, évidemment, il ne s'agit pas d'un mariage d'amour, même si on sait que Marie-Thérèse, quand même, avait une profonde affection pour Louis XIV. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que le roi, malgré ses infidélités, dont on parle beaucoup, s'est montré d'une grande fidélité à son épouse, si l'on peut dire, dans la mesure où tous les soirs, quoi qu'il se soit passé dans la journée et en début de soirée, il allait la rejoindre pour dormir avec elle. Son infidélité est aussi un moyen d'affirmer sa virilité et donc sa puissance, et c'est aussi un instrument politique, comme tout ce que fait Louis XIV. Évidemment, l'Église s'accommode avec difficulté du comportement du roi. Quand il s'abandonne au désordre de la chair, il pêche. Et il pêche en bête. Parce qu'il suit les mouvements infâmes d'une passion qui lui est commune avec les bêtes. Le péché d'impureté est la source de tous les désordres qui naissent dans le monde. Les frasques du roi prennent fin à la mort de la reine Marie-Thérèse, âgée de 45 ans. Il épouse alors en secret sa dernière favorite, Madame de Maintenon. Il se tourne vers le catholicisme et mène une vie plus austère. Il achève la construction de la grande chapelle de Versailles, dernier ajout à son château, dont les travaux se sont étalés sur 23 ans. Le roi s'est assagi et l'éclat et l'influence de la cour sont à leur apogée à la fin du XVIIe siècle. Mais la dernière partie du règne de Louis XIV est marquée par des bouleversements qui vont affecter aussi bien les puissants que les Français les plus modestes. Les rois ne sont pas malades. Ils meurent, c'est tout. Tout au long de son règne, Louis XIV a souhaité agrandir les frontières de la France et les consolider au nord. Cela a entraîné de longues guerres contre les puissances européennes. Espagne, Angleterre, Pays-Bas, Autriche, États germaniques. Ces guerres vont durer 32 ans. Louis XIV a une obsession, c'est reculer, consolider, verrouiller la frontière nord-est surtout, qui est alors morcelée. C'est la faille du système défensif de la France, puisque du coup, Paris et la capitale est toujours à la merci d'une invasion venant du nord. Et donc, il va tenter de prendre ces villes frontières, ce qui va excéder évidemment ses voisins, c'est-à-dire les princes allemands et puis surtout les Pays-Bas espagnols. Ces conflits européens vont s'intensifier à cause des convictions religieuses du roi. Il faut savoir qu'à l'époque, le catholicisme et le protestantisme cohabitent en France. Les catholiques, c'est l'immense majorité de la population qui parfois supporte mal la proximité avec cette minorité de protestants, à peu près 5% de la population, ces protestants qui contestent l'autorité de l'Église. Louis XIV décide d'unifier son royaume et abroge l'édit de Nantes. Cet édit avait été promulgué 87 ans plus tôt par Henri IV. Il avait mis fin aux guerres de religion en décrétant la liberté de culte des protestants, appelés les Huguenots. Je suis là des Huguenots, madame. Et je les convertirai jusqu'au dernier pour qu'il n'y ait plus qu'une religion dans le royaume. Le roi étant catholique, normalement, cette existence de deux religions reconnues semble quelque chose comme une anomalie. Il faut détruire et convertir les protestants. La religion protestante est désormais interdite en France. Les temples sont détruits et 200 000 protestants s'exilent. En Angleterre, dans les Provinces-Unies, en Allemagne, pays majoritairement protestants, on est choqué par l'attitude du roi de France. Louis XIV vient de rallumer la mèche des guerres de religion. On est dans une Europe qui s'affronte très violemment parce qu'il y a des divisions religieuses. Il y a aussi l'idée que le roi, en effet, est un roi de guerre. C'est un état naturel. On va considérer jusqu'à la fin quasiment du règne de Louis XIV que l'état naturel, au moins en Europe, c'est un état de guerre, de conflit. Et la paix est pratiquement un état d'exception. Extension de territoire, religion, ces 32 années de guerre vont avoir plusieurs conséquences pour la France et les Français, dont la plus visible, aujourd'hui encore, est la transformation de nos paysages. Au XVIIe siècle, faire la guerre signifie conquérir les villes en les assiégeant.
Pour protéger les cités de la frontière, Louis XIV fait appel à un militaire de génie, Vauban. Vauban va être un des artisans de la construction d'une ligne de défense. C'est une première ligne Maginot, disons. C'est une série de forteresses en ligne continue qui permettent de défendre le royaume d'une invasion. Grâce à ces citadelles dont il a couvert la France, eh bien, le royaume se dote d'un système défensif absolument redoutable qui va être utilisé jusqu'au XIXe siècle sous Napoléon. Ville assiégée par Vauban, ville prise, ville fortifiée par Vauban, ville imprenable. Donc on ne passera pas. La guerre a aussi de sérieuses conséquences pour le peuple de Louis XIV. À l'époque, l'armée du roi est exclusivement composée d'engagés volontaires dirigés par des nobles. Et les besoins sont grandissants. Il faut trouver une solution. Louvois, le secrétaire d'État à la guerre, crée en 1688 la garde bourgeoise et les milices provinciales. Un enrôlement obligatoire par tirage au sort des hommes de 20 à 40 ans. C'est l'ancêtre du service militaire qui a lui-même perduré jusqu'en 2001. L'armée du roi atteint alors les 400 000 hommes, dont 90% sont des roturiers et 10% des nobles. C'est plus qu'aucun de ses adversaires. Et quel est le quotidien des soldats de Louis XIV? Pour le découvrir, direction le sud de Paris, près d'Étampes, où Mac Lesguy, toujours accompagné par notre historienne, rejoint des passionnés qui vont lui faire tester l'entraînement d'un fantassin. Franck, j'aimerais comprendre, on est sur le champ de bataille à l'époque de Louis XIV. Qu'est-ce que le fantassin a comme arme à sa disposition? Eh bien, en premier lieu, il y a la pique portée par le piquier, par exemple, voilà, une pique. C'est gigantesque. Donc voilà, une pique d'environ 5 mètres. Ces piques brisent les charges de cavalerie. Mais durant le règne de Louis XIV, les armes à feu font des progrès et deviennent très meurtrières. C'est le cas du mousquet, l'ancêtre du fusil contemporain. Sauf qu'il n'est qu'à un coup. Charger cette arme de 4 kilos est une opération qui prend plus d'1 minute. Tout ça sous le feu de l'ennemi. Alors comment ça se passe? Parce que ça m'a l'air très compliqué de charger son mousquet. Bon alors, on va vous montrer. D'abord verser la poudre qui servira de détonateur, puis changer de position. Donc maintenant, on va passer l'arme à gauche, une expression bien connue. C'est de là que vient l'expression. Ensuite, charger l'arme par le canon, avec une seconde dose de poudre et une balle. Je mets la balle, je mets la bourre par-dessus pour pas que ça roule, et ensuite je tire la baguette. J'ai eu qu'un mouvement, hop, on fait comme ça, et là on tape, c'est ça? Et là on tasse. Enfin, reste à fixer la mèche que l'on garde toujours allumée sur le mousquet. Oui, ça demande une vraie dextérité. En dextérité. Je vise un peu vers le haut, ok. Ouvrez le bassinet. J'ouvre le bassinet. Tirez. Waouh! Moi, ce qui me frappe, c'est que ça met un temps fou à charger. Pendant ce temps-là, on est debout, parce qu'on est obligé d'être debout, on est sous le feu de l'ennemi. Il doit y avoir beaucoup de morts. Ah, énormément. Beaucoup de victimes, d'autant que les batailles finissent par des mêlées. Les soldats s'affrontent alors à l'arme blanche. Les armes à feu rendent les batailles meurtrières, mais c'est surtout aussi les blessures, les épidémies. On meurt davantage d'épidémies que tués par un coup de mousquet. À elle seule, la dernière guerre de Louis XIV, dite de succession d'Espagne, fait entre 400 000 et 700 000 victimes et décime les officiers de l'armée, c'est-à-dire les nobles. La guerre de succession d'Espagne va être ravageuse pour la noblesse française. On va passer de 200 000 nobles sous le règne de Louis XIV à peu près 120 000 nobles sous le règne de Louis XV. Et le roi n'est pas insensible au sort de ses soldats. Pour que les blessés puissent terminer leur jour dans la tranquillité, mais aussi pour qu'ils ne traînent pas dans les rues de la capitale, il leur fait bâtir, sous la supervision de Louvois, ce qui deviendra l'un des plus beaux monuments de Paris, l'Hôtel des Invalides. Grâce aux guerres, Louis XIV agrandit le territoire de la France et lui donne presque sa forme d'aujourd'hui. Le Roussillon, la Flandre, l'Artois, l'Alsace et la Franche-Comté deviennent françaises. Mais à quel prix? La guerre engloutit 75% du budget de l'État. En plus de mourir au combat, les gens du peuple voient leurs impôts augmenter. Et pour ne rien arranger, la nature va venir ternir encore un peu plus la fin de règne du roi Soleil. La
banquise qui s'installe dans le port de Marseille, la Seine qui est gelée, le vin du roi qui gèle dans son verre à Versailles, les oliviers qui éclatent en Provence. C'est une catastrophe. Il fait moins 20, moins 25 degrés. Les gens meurent à des proportions gigantesques, plus de 600 000 morts. Le royaume souffre énormément. C'est dans cette période déjà sombre que le destin va s'abattre sur la famille de Louis XIV. En moins d'un an, Louis XIV, en raison de la rougeole et de la variole, va perdre pratiquement l'intégralité de sa descendance, son fils et ses petits-fils, et notamment la mort de la duchesse de Bourgogne, sa petite-fille qu'il adorait, qui était un véritable soleil à Versailles. Il l'afflige profondément. Jouez, messieurs, jouez. N'ayez pas d'inquiétude, madame. Nous viendrons à bout de cette sciatique avec du quinquina et du lait d'ânesse. Les médecins se trompent. Ce n'est pas une sciatique, mais une gangrène sénile due à un diabète gras qui entraîne l'obstruction des vaisseaux sanguins de la jambe du roi. Louis XIV meurt en 8 jours, à l'âge de 77 ans. Malgré une fin de règne calamiteuse, l'histoire gardera de lui le souvenir d'un monarque d'exception qui a révolutionné son époque et nous a légué un héritage hors du commun. Gastronomie, architecture, monuments, sciences, mode, culture. Sans les rêves de gloire du roi Soleil, la France n'aurait pas connu le rayonnement qui fut le sien au XVIIe siècle. Le siècle de Louis XIV, comme dit Voltaire, c'est le moment où on a mis en place la grandeur française et on a été la plus grande puissance mondiale pendant un tout petit siècle. C'est le second arrière-petit-fils de Louis XIV qui lui succède. Il est, lui aussi, âgé de 5 ans. Il s'appelle Louis XV. Une nouvelle époque s'ouvre. Mais c'est une autre histoire. Marjolaine, le symbole du règne de Louis XIV, bien sûr, ce qui nous reste, c'est le château de Versailles. Mais moi, ce que j'ai vraiment découvert avec vous, c'est qu'à l'époque, la vie des Français n'avait rien à voir avec celle de leur roi. Combien de temps encore est-ce que ces conditions de vie vont durer avant que ça ne commence vraiment à changer? À peu près un siècle, puisque le grand changement, c'est la Révolution française. Et puis la Révolution industrielle au 19e, les transports, les moyens de communication modernes, qui vont modifier radicalement la façon de vivre et de penser des Français. Ça, c'est une période que j'aimerais bien découvrir. Écoutez, avec plaisir, la prochaine fois, si vous voulez. Merci beaucoup, Marjolaine. Grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses. À bientôt. À bientôt. Votre soirée Histoire continue sur M6. Tout de suite, retrouvez les maîtresses de l'Histoire.